Bonsoir tout le monde, bienvenue et bravo pour avoir bravé la tempête. On est content que Michel se soit bien rendu. Je vais introduire Michel Doré, qui est bien connu et quand même, c'est important de rappeler son travail pionnier parce que ça a été vraiment le premier à investir ce champ. Alors, Michel Doré est professeur titulaire à l'École de service social de l'Université Laval. Et avant de devenir professeur titulaire, il a travaillé depuis plus de 35 ans sur la marginalisation des jeunes et sur les représentations sociales de la sexualité. Il a poursuivi des études en service social d'abord, puis en sociologie de la sexualité. C'est un pionnier parce que dès la fin des années 70, il s'occupait déjà de l'aide psychosociale aux jeunes LGBT, aux garçons victimes d'agressions sexuelles et aux jeunes personnes prostituées. Ce sont des thèmes qui vont le suivre tout au long de sa carrière d'ailleurs. Il a ensuite travaillé à la prévention du sida et de l'homophobie avant de devenir professeur et chercheur. Il poursuit actuellement ses recherches sur les jeunes LGBT, c'est ce dont il va nous parler ce soir, sur la prévention du suicide et sur l'exploitation sexuelle. Il donne le cours Diversité sexuelle et intervention sociale qu'il a créé. C'est un des rares cours au Québec sur ces sujets-là, vraiment. Sur les doigts d'une main. Hein. On ne prend même pas les doigts d'une main pour les compter, les cours spécialisés. Donc, Michel en donne un. Il a écrit de nombreux articles et une quinzaine d'ouvrages, dont certains ont eu une large audience dans leur version originale et dans leur traduction en langue anglaise notamment. Je vous rappelle certains titres. Ça arrive aussi aux garçons. Éloge de la diversité sexuelle, Mort ou fif, homophobie, intimidation et suicide, qui était, j'ai longtemps enseigné le cours Homosexualité et société. C'était vraiment, les étudiants devaient faire la critique d'un livre, puis c'était toujours l'ouvrage le plus choisi. Autre titre, Travailleurs du sexe, Sains et saufs, excellent petit manuel de lutte contre l'homophobie à l'usage des jeunes, Jeunes filles sous influence, Sexualité spectacle. Ces titres les plus connus sont en voie d'être repris en France dans la petite bibliothèque Payot. Bravo. C'est aussi un excellent vulgarisateur, Michel, et il a donné plusieurs conférences dans la francophonie. Il intervient régulièrement comme expert dans les médias. Il est aussi chroniqueur occasionnel à la radio et sur le site du Nouvel Observateur à Paris. Et tout récent, une conférence qui s'intitule Explorateur de l'intime, qui retrace l'ensemble de sa carrière et qui est diffusée sur le canal Savoir cette saison-ci. Alors, je lui donne la parole. Merci. Bonjour. Merci d'être venu. On se demande toujours est-ce qu'il y aura du monde dans une grosse tempête comme ça. D'ailleurs, j'annonce tout de suite que je partirai un peu plus tôt parce que moi, je retourne à Québec. J'ai un cours demain matin. Donc, il n'y a pas de bus. Je suis venu par bus pour ne pas prendre de risque d'être tout dans la tempête. Je conduis tellement mal. Donc, c'est vrai. Alors, donc, je vais partir. On ne dépassera pas beaucoup, 7h30. Donc, on va resserrer les choses. Donc, plus ou moins 45-50 minutes de ma présentation et ensuite, évidemment, les questions, commentaires, réactions. Alors, je vais surtout parler, évidemment, de ma recherche de la honte à la fierté. Vous êtes venu pour entendre ça, j'imagine bien. Qui est la première, je pense bien, hein, il semble que ce soit vrai, la première recherche de cette ampleur-là à l'est de Calgary, je pense. Donc, la première au Québec, forcément, qui est une recherche subventionnée, je tiens à le dire, par le Centre jeunesse de Québec. C'est bien, je trouve, que les centres jeunesse s'intéressent aux jeunes LGBT, que les institutions, donc généralistes, si j'ose dire, s'intéressent à ces réalités-là. Et quand j'ai fait ma demande de subvention, moi je suis chercheur associé là, et quand j'ai fait ma demande de subvention, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et les gens étaient enthousiasmés. Quelle bonne idée. Alors donc, j'ai fait ça. Je vais peut-être parler un tout petit peu aussi de la mise à jour de Mort ou fif dont tu parlais, qui vient de sortir il y a moins d'un mois. Là. Il y a un mois, non, jour pour jour, le 12 février, en même temps. Qu'on a mis à jour, homophobie, intimidation, suicide. On verra qu'il y a parfois des parentales les deux. Mais surtout, la recherche. Donc, c'est une recherche subventionnée par le Centre jeunesse de Québec, Institut universitaire. Et c'est pourquoi cette idée-là? En fait, moi, j'avais fait en France
de 2010 à 2012, en fait, une grosse enquête qui s'appelait Être homo aujourd'hui en France, typiquement parisien, direz-vous, et oui, parce que c'était une enquête du refuge. En fait, le refuge, qui est une grande association, peut-être la principale association qui s'occupe des jeunes LGBT en France, parce qu'ils ont des antennes, comme on dit là-bas, un peu partout. Ils avaient amorcé une recherche, mais là, ça prenait tellement d'ampleur qu'ils étaient découragés, ils ne savaient plus trop quoi faire. Et puis, comme moi, j'avais été le premier parrain du refuge, parce que quand ils ont débuté, il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas de professionnels qui voulaient écrire une lettre là, pour dire que c'est beau de s'occuper des jeunes LGBT. Enfin, c'est un peu différent là-bas qu'ici. Moi, j'avais accepté, j'étais enthousiasmé par ça, j'étais allé, tout ça. Alors, j'ai été le premier parrain du refuge, et comme je suis chercheur, il m'avait demandé de conduire cette recherche-là qui a donné Être homo aujourd'hui en France. On avait interviewé 500 jeunes. On avait mis sur notre site, si vous êtes jeune, répondez à ça. Vous savez qu'on a eu des gens de 70 ans. Ça me rassure, on est jeunes en France. Mais quand je suis revenu ici, qu'on m'a dit, tu devrais faire la même chose ici, j'ai dit, tiens donc, on va écrire là, et puis avec l'information, on avait vérifié que si on écrivait qu'on avait plus de 21, l'écran s'éteignait. Donc, je voulais vraiment des vrais jeunes. Donc, j'ai rien contre les plus vieux, bien sûr, mais je voulais vraiment quelque chose sur les ados, qui était aussi l'idée qu'on avait en France. Ados, jeunes adultes. Donc, 14-21, on était sûr de ne pas manquer notre coup. J'ai trouvé une équipe extraordinaire, Annie Vaillancourt, qui est une de mes anciennes étudiantes, qui me suit presque depuis. Et puis, Madeline Lando, qui donne des formations en France sur la discrimination pour la Ligue des droits de la personne, notamment sur les jeunes LGBT. Et surtout, il y a eu une grande association et groupes et sites de jeunes qui touchent les jeunes LGBT qui ont accepté de nous soutenir. Et c'est grâce à ça qu'on ne pouvait pas dépasser trop 6 mois, ça a duré 6 mois quasiment jour pour jour. Ça a été en ligne, on faisait minimum 250. Au bout de 6 mois, on avait 259. Donc, l'affaire était catch-up, comme on dit en bon québécois. On pouvait y aller. Alors, on a travaillé fort ensuite pour analyser ça. Et on a eu beaucoup de plaisir parce qu'on a découvert des choses extraordinaires. Parce qu'on parle souvent des jeunes LGBT, mais on n'avait pas de données. Enfin, on en a. Alors, on a découvert des choses. Qu'est-ce qu'on a découvert? Principale découverte, j'en ai une quinzaine. Première, et on a comparé aussi, si vous lisez, vous allez voir, on compare avec tous ceux qui étudient, là. Vous allez voir, on compare avec ce qui se fait aux États-Unis, en France, en Suisse, j'ai tout lu ce qui est en français et en anglais. Alors, on va voir si on est mieux ou si on est pire. Et on va voir qu'on suit pas mal le courant nord-américain, et on est peut-être un peu plus précoce que les Français. Alors, la première chose qui nous a surprise, c'est l'âge moyen de la découverte. Quand est-ce que les jeunes se découvrent attirés par une personne de même sexe? Et on voit que c'est tôt. C'est très tôt. Plus tôt qu'on le pense. Chez les garçons, c'est en moyenne 12 ans. Quand je dis en moyenne 12 ans, là, il y en a qui ont écrit 5 ans, 6 ans, 7 ans. La moyenne, c'est 12 ans. Chez les filles, pas tout à fait 14, mais vers la fin de la 13e année, donc pour une moyenne de 13 ans. Donc, c'est la moyenne. Ça veut dire, et quand on a comparé avec ce qui fait par ailleurs dans le monde, on a vu que surtout, si on compare aux Nord-Américains, on dirait que les Nord-Américains, je ne sais pas, peut-être un peu plus de précocité, ça suit le courant. Il y a une tendance actuellement, là. On voit que depuis quelques années, probablement parce que ces réalités-là sont visibles, on en parle plus, donc les jeunes savent que ça fait partie des possibles. Alors, donc, les jeunes se découvrent tôt, ce qui est une très bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que plus on se découvre tôt, moins qu'on a déjà d'informations, d'outils, qu'à faire avec ça. Alors, c'est ça. Ça commence à se compliquer parce que c'est là que les jeunes nous disent, ben oui, je me suis découvert, mais là, je me demandais comment le dire aux autres, surtout comment le dire aux parents. Alors, la moyenne d'âge de révélation aux autres, encore là, c'est une moyenne, c'est à peu près la même pour les garçons, pour les filles cette fois, c'est au cours de la 15e année. Donc, n'oubliez pas, là, et je vais y revenir tantôt, on est toujours à l'école secondaire. Tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, là, on est toujours à l'école secondaire. C'est pour ça qu'il faut que l'école secondaire se réveille. Je finirai avec ça. Alors, donc, les jeunes commencent à se révéler. Ils nous disent, ben, ça va bien avec mes amis. 90%, bonne réaction. 75% des parents réagissent bien.
avec un gros bémol. Les parents des filles réagissent beaucoup moins bien. Ça, c'est un gros préjugé qu'on a. Moi, je l'ai souvent entendu. Ah, les filles, c'est moins pire. Non, les filles, c'est pire. La famille, quand on demande parents, fratrie, donc frères, sœurs, grands-parents, toujours, les filles ont des taux d'acceptation de 15 à 20 inférieurs aux garçons. Sur 259 jeunes, on avait 141 filles, 111 gars, 7 personnes trans. Je parle de passer des trans, je me le dirai ensuite. Là, on avait 7, mais on en avait quand même. Alors, on voit que dans la famille, c'est pas facile. Et c'est pas facile pour les filles. Parce que si les gars ont un taux d'acceptation très, très grand, hein, les gars, c'est même plus que 80, les filles, c'est 59 %. Donc, on voit que chez les parents, là, il y a beaucoup plus de tabous, de préjugés, de réactions négatives. D'ailleurs, les histoires les plus, comment dirais-je, les plus... parce qu'il y avait une partie quantitative, qualitative, là, je ne sais pas au début, donc il y avait cochez oui, cochez non, mais il y avait aussi parlez-nous de vous. Et il y a des filles mises à la porte, il y a des filles qui étaient ostracisées même dans leur propre famille tous les jours. Il y a des filles qui ont vécu des viols. C'est assez terrible. Donc, on ne peut plus dire maintenant, j'espère qu'on ne dira plus pour les filles, c'est plus facile parce que c'est faux. C'est plus difficile pour les filles, en tout cas, selon notre enquête. On me dit toujours, est-ce que c'est représentatif? Écoutez, tant que Santé Canada ne fera pas de recherche là, et au Québec, là, qui fait des enquêtes là-dessus, ne demandera pas ça et que les gens ne répondront pas spontanément, on ne le saura pas. Mais moi, je pense que, 259, trouvés sur Internet, c'est une enquête Internet, pèse représente au moins le même. Et comme on n'a pas d'autres enquêtes, ça fait toujours bien ça, dont on peut tenir compte. Alors, donc, et la 15e année est aussi l'année, à peu près la même chose sur les garçons et les filles, où on va commencer à avoir des relations sexuelles. Donc, on voit que la révélation de soi, où on commence à avoir des rapprochements, si j'ose dire, ça correspond. Parce que peut-être que le fait de commencer à avoir des contacts sexuels, affectifs à tout le moins, mais en tout cas, on pose la question de contact sexuel. On voit que les deux vont ensemble. Cela dit, les jeunes LGBT là, sont fort plus précoces. Hein, c'est à peu près les mêmes âges chez les jeunes en général. Mais c'est comme si les premiers émois sexuels, comme ça, confortent la personne, disant « Ah ben oui, c'est vrai, là, je pensais, là, mais je l'ai fait, et je vois que c'est bien moi, ça. » Alors, on voit que c'est peut-être pas un hasard, c'est dans la 15e année en moyenne qu'on se révèle le plus et qu'on se découvre le plus. Alors, il y avait évidemment des questions sur l'intimidation. Quand j'avais fait mon film avec Simon Louis La Jeunesse, il y a presque 15 ans, les gens nous parlaient beaucoup d'intimidation. Évidemment, on avait des questions là-dessus. Et oui, et les jeunes LGBT sont en moyenne 5 fois plus intimidés que les autres jeunes en général. D'ailleurs, plus que la moitié ont été quelques fois ou souvent intimidés. Ont été intimidés au moins une fois, c'est 75 %. Mais d'ailleurs, ce qui recoupe un peu la recherche, toi, tu avais un sous-groupe pendant la recherche sur l'école, l'intimidation à l'école, et ça va effectivement dans le même sens. Donc, environ 5 fois plus que les autres, et 9 fois sur 10, c'est où que ça se produit, que ça débute? À l'école. Ça ne surprendra personne, c'est là que les jeunes se trouvent. Et les jeunes sont assez désespérés. Beaucoup de témoignages là-dessus. Ça commence à l'école et l'école ne fait rien, presque rien. Je vous jure que, disons, ce que nous disent les jeunes de l'école, ce n'est pas très rigolo. On ose espérer que l'école va bouger un peu. J'en parlais tantôt. On sait que les écoles ont des programmes maintenant de lutte contre l'intimidation, mais les jeunes nous disent quoi? On nous parle de ne pas intimider si on est gros, si on a des lunettes, si on est bon en classe, si on est d'une autre religion ou d'une autre couleur. Mais on ne parle jamais des jeunes LGBT. Or, c'est nous autres qui sommes le plus pris avec ça. Oui, l'école québécoise a des bons programmes sur l'intimidation,
Mais plus souvent qu'autrement, les jeunes LGBT ont entendu. Alors, c'est ça le problème. C'est ça, vous voyez, j'en perds mes moyens. Alors donc, c'est ça le problème, et c'est pour ça qu'il faut que l'école s'en occupe. Mais les jeunes ils parlent beaucoup de ça. J'ai fait exprès, là, je pense que j'ai trouvé des témoignages là-dessus pour qu'on voit que c'est vraiment une préoccupation, d'autant plus qu'il y en a qui laissent l'école. Quand l'école, là, il y a un petit gars qui nous dit, là, se fait traiter 10 fois de tapette, ça s'endure, mais 100 fois, ça s'endure pas. Puis avec tous les petits bijoux là, qui nous suivent partout, hein, vous êtes beaucoup de jeunes ici dans la table, vous le vivez vous aussi. Hein, j'en ai pas, moi, de portable, de téléphones ici intelligents. Et, ça nous suit. Alors, les jeunes vivent beaucoup d'intimidation. Un petit peu différemment chez les filles, chez les garçons. Hein. Les filles, beaucoup d'atteintes à la réputation, beaucoup de propos haineux, parfois même des menaces, plus de viol du côté des filles. Mais les gars, c'est menaces, violence physique. Ça ne veut pas dire que ça exclut le viol. Il y a des gars qui ont été violés aussi, j'en reparlerai. Mais beaucoup d'intimidation. Les filles, ça passe beaucoup par l'atteinte à la réputation. Les gars, c'est souvent plus physique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de menace physique chez les filles. Par exemple, quand on leur demande « Avez-vous été victime d'agression sexuelle ?» que ce soit dans le cadre ou non de l'intimidation, on a quand même une fille sur 4 qui a été abusée sexuellement. C'est quand même pas rien. Hein? Et un gars sur 9. C'est quand même énorme. Alors que dans les grandes enquêtes de ce type-là, les chiffres sont généralement inférieurs à ça. Alors, écoutez, ça ne vous surprendra pas quand on leur demande avez-vous eu une ou plusieurs des périodes dépressives dans votre vie? C'est des ados, là, 14-21. Ben oui, un peu plus que 50% ont eu au moins une période dépressive. Avez-vous honte d'être LGBT? Ben oui, un peu plus que la moitié, ça aussi, à peu près 52, c'est même en marée bonne % ont eu honte ou ont encore honte d'être LGBT. Ben oui. Quand vous vous faites écœurer, ostraciser, menacer, ben, c'est déprimant. D'une part. Et d'autre part, ça induit de la honte. D'autant que l'école et les milieux autour de l'école ne font pas grand-chose, finalement, pour ça. Alors, c'est assez désespérant, et c'est même très désespérant. Vous savez, 22% ont fait une tentative de suicide, au moins une, parce qu'en fait, c'est 11% qui en ont fait plus qu'une, 2 et plus. C'est quand même énorme. En fait, si on compare avec les statistiques des jeunes en général, vous savez, les statistiques chez les ados en général au Québec, là, ça varie, ça peut fluctuer un peu, là, mais c'est 3, 4, 5% grosso modo. Nous, on arrive à 22. Donc, c'est 6, 7 fois plus. C'est quand même un chiffre référent. Et beaucoup de détresse. Il y a des petits témoignages dans le livre, là, vous pourrez les lire. Les jeunes vraiment désespérés, parce que justement, ces propos haineux, ces menaces, à un moment donné, ça devient insupportable. Et on voit que d'ailleurs, quand on fait des corrélations, on a dû, merci, on avait un informaticien, j'ai oublié de nommer Guillaume Morin au Centre jeunesse de Québec, on avait 800 tableaux. Moi qui n'aime pas la recherche quantitative, je me dis très entre nous, avec mes 800 tableaux, je vais vous dire que j'ai eu beaucoup de plaisir. Mais quand on a fait des... Je fais surtout du qualitatif, moi j'enseigne la recherche qualitative. Mais je voulais faire pour une fois une recherche comme j'avais fait en France, corrélée. Alors, pourquoi 800 tableaux? Parce que nos 37 questions, on les a toutes corrélées. Et parfois, on avait 3 corrélations. C'est intéressant, d'ailleurs. Alors, 3/4 des jeunes intimidés ont songé au suicide et 1/3 des jeunes intimidés ont fait au moins une tentative de suicide. Donc, on voit que l'intimidation est très, très, très corrélée au suicide, aux idées suicidaires et aux tentatives de suicide. Et puis, quand on dit que l'école ne font rien, il y a des jeunes qui nous ont dit, oui, le GRI est venu à l'école, on en a entendu parler une fois dans l'année, on est bien contents, bravo au GRI, il y en a un à Montréal, il y en a un à Québec, il y en a quelques-uns ailleurs, bravo pour ce qu'ils font. Et c'est comme si, une fois qu'ils sont partis, on ferme le livre, et puis il n'y a plus rien d'autre qui arrive. Alors donc, 1/3 des jeunes n'ont jamais entendu parler de diversité sexuelle, d'homosexualité, de lesbianisme, de transsexualité positivement à l'école. Jamais, là.
Jamais, jamais. Quand on en parle, c'est toujours négativement dans l'intimidation, etc. Donc, on voit qu'il y a une responsabilité sociale. On avait les yeux de Chomsky récemment, tous les hôtels de ville ont essayé d'appeler, on se dit, OK, quelle société. Moi-même, je me dis ça. Quelle société progressiste? Pour les adultes, oui. Pour les ados, oubliez ça. Ça ressemble étrangement à ce qu'ils pourraient vivre dans des pays beaucoup moins avancés parce que les ados ne connaissent pas leurs droits, les droits et leurs droits surtout. On ne leur en parle jamais. Et on ne parle jamais d'eux autres à l'école. Dans les livres de l'école, les réalités LGBT, c'est pas là. C'est pas là. Et pourtant, vous savez, moi, mon premier emploi, j'étais travailleur social scolaire, il y a bien longtemps, des années 70. Mais dans chaque classe, j'avais au moins, dans les années 70, là, j'avais toujours au moins un parent ou un couple de parents de même sexe. Toujours. Parce que je rencontrais tous les parents. Bon. Et donc, c'est une réalité qui n'est pas nouvelle. C'est pas nouveau, ça. Il y a des jeunes, il y a leurs parents. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais l'école québécoise tarde à reconnaître ça. Pourquoi? Point d'interrogation. On espère que ça viendra parce que ces réalités, sans compter le personnel. D'abord, je ne vous dis pas qu'il faut forcer la visibilité plus qu'il faut forcer l'invisibilité. Ce que je dis, c'est que les jeunes nous disent on n'en parle jamais, on n'a pas de modèle, on nous parle de tous les motifs d'intimidation, puis celui-là, on l'oublie. Pas toujours, mais on l'oublie trop souvent. En tout cas, dans 3/4 des cas, là, ils n'ont jamais entendu parler autrement que négativement. Et l'école est là pour nous former à la vie citoyenne. Et les intimidateurs qui sont là aussi à l'école, ils sont là aussi pour voir que si on en... Vous savez, ma mère disait toujours, quand on ne parle pas de quelque chose, c'est parce qu'on en a honte. Et je pense que c'est vrai. Ne pas parler, en ne parlant pas des réalités des jeunes LGBT, l'école leur passe clairement le message que ce n'est pas légitime, qu'on ne doit pas en parler, que c'est honteux. Donc les jeunes, là, ils ne sont pas fous. Ils arrivent à des bonnes conclusions. C'est-à-dire que si on ne nous en parle jamais, on ne nous dit jamais que c'est pas mauvais, ben c'est que ça doit l'être. Alors, il y a des pas à faire. Donc, on a posé des questions aussi sur les jeunes de la campagne de la ville des banlieues. On s'est aperçu, c'est peut-être pas trop surprenant, plus on s'éloigne de la ville, pire si. Les jeunes de la campagne, ils vont pas très bien, on va dire, parce que on n'a pas de groupe, on connaît personne, on ne sait pas à qui se confier. Plus on s'éloigne, pire c'est. D'ailleurs, un sur deux, les jeunes de campagne ont beaucoup, avez-vous consulté en rapport avec votre orientation sexuelle? Les jeunes de campagne, c'est 1 sur 2 ou 1 sur 2. Donc, on voit qu'il y en a des problèmes, puis plus que les autres, parce qu'ils ont moins encore de facilité. C'est drôle parce que nous, on se dit avec Internet, tout ça, ils peuvent aller sur les sites, tout ça, mais ça ne remplace jamais quelqu'un d'accueillant et d'incarné. Hein, toujours, votre ordinateur vous ouvrira jamais les bras, vous prendra jamais par le cou. Alors, donc, il y a beau avoir des sites qui sont très bien faits. Il y a des beaux sites, des Alter-Ego, des sites, etc. Mais on voit que les jeunes ont besoin de plus que ça. Donc, les ressources pour les jeunes, c'est à développer, c'est à encourager. Je reviendrai tantôt. Mais les jeunes nous disent, on se sent seuls. Ils sont peut-être une gang dans le même village ou dans la même petite ville. Ils ne le savent pas. Parce qu'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de groupe, ils se sentent isolés physiquement. Ils savent bien qu'il y a des sites. Ils ont été sur les sites preuve en étant qu'ils ont continué notre enquête. Mais il n'y a pas cet aspect vous comprenez, cet aspect affectif, cet aspect de solidarité. On a besoin de voir des gens en personne de façon incarnée. Et c'est ça qui leur manque. C'est-à-dire, comme c'est déprimant, il y a des bonnes nouvelles. Je vous ai gardé pour la fin, rassurez-vous. Bonne nouvelle. Voulez-vous vous marier? Écoutez, c'est la revanche des berceaux et des mariages qui s'en vient. Je vous dis 7 sur 10. Et il y a une différence d'1% des garçons pour les filles. Tout le monde veut se marier. Commencez à économiser, vous allez avoir beaucoup de cadeaux à faire à vos amis lorsque le mariage s'en vient. Et à peu près le même pourcentage, après 7 sur 10, veulent avoir des enfants. C'est la revanche des berceaux.
Avant, les parents disaient, oh, ma fille est lesbienne, mon fils est gay, je n'aurai pas de petits-enfants. Maintenant, je leur dis, dites-vous le contraire, et je vais passer ma vie que de grand-mère à garder. Parce que les jeunes LGBT veulent des enfants. Et si je me fie à mes étudiants, je pense que c'est bien, c'est commencé déjà, là. Parce que c'est bien parti. D'abord, on sait que c'est plus facile pour les filles, là, mais pas bon. Pour les gars, c'est un peu plus compliqué, mais on voit qu'il y a un grand désir. Et il y a beaucoup de résilience qui vient de ça. Hein. Les jeunes le disent. C'est comme si cette espoir-là les raccroche à la vie, hein, les raccroche on dit, ouais, mais là, ça va mal, mais un jour, je vais rencontrer l'être aimé, puis on va avoir des enfants, on va avoir des petites familles, qu'on va être heureux. Au moins, il y a ça, parce qu'ils voient beaucoup, de plus en plus d'adultes, effectivement. Regardez, il y a 2 ministres au Québec, deux ministres, je pense, qui sont mariés, qui ont des enfants, qui sont ouverts publiquement. Là. Ils commencent à avoir des modèles, sans compter toutes les séries, là, où il y a presque toutes les séries maintenant ont des personnages qui sont en général positifs. Alors ça, le futur, mais encore faut-il qu'ils se rendent là. C'est ça, moi, qui m'inquiète un peu, parce que j'aimerais qu'ils se rendent là. Puis pour rencontrer quelqu'un, ça ne sera peut-être pas sur Internet. Il faudrait qu'il y ait des groupes, qu'il y ait des endroits. Et c'est pas. Il y a même des jeunes qui nous disent, surtout d'abord, on en a 14, 21, donc on en a de 18, 19 ans, qui disent, oui, il y a un bar gay pas loin dans ma ville, ou tout ça, mais je ne vais pas parce que si c'était su, je ne sais pas ce qui pourrait m'arriver. Alors même quand il y a des lieux commerciaux, en guillemets, LGBT, les jeunes s'en méfient un peu parce que surtout quand vous êtes dans un milieu rural, semi-rural, c'est vu comme un plus grand danger parce qu'il y a moins d'anonymat, bien sûr. Alors, donc, il y a 2 réactions des jeunes pour se protéger. La distanciation. Hein. Beaucoup vont se détacher, se dissocier, se dire ben non, moi j'attends pour faire mon coming out, d'être parti de ma ville, d'être parti de ma famille, d'être. Il y a une dissociation qui est comme l'autoprotection, je dirais. Les jeunes veulent s'autoprotéger. Mais il y a l'inverse aussi. Moitié, grosso modo, de la résistance. Des jeunes qui disent, ben moi, non, je m'affirme. Certains vont dire même, je m'affiche. Moi, je fais une différence entre s'affirmer et s'afficher. S'affirmer, c'est être soi-même. Pas se cacher, ça reste que ça. Et puis s'afficher, c'est un petit peu plus loin. Hein? S'afficher, c'est être proactif. Là, de dire, vous voyez la différence entre s'affirmer? Alors, il y a de tout là-dedans. On voit que les gens développent toutes sortes de stratégies pour s'adapter. Ils sont résilients, c'est sûr, là, même si on a 22% de tentatives de suicide, tous les suicides ne seront pas complétés, on laisse faire bien. Vous savez, on estime que sur une tentative, il y a à peu près une tentative de suicide sur 100 qui mène à un suicide complété. Alors, donc, il y a des formes, toutes sortes de formes de résilience. J'en parle plus dans mon fiche, j'en ai mis les deux mots tantôt. Donc, je n'ai pas trop travaillé ça, mais on retrouve à peu près les mêmes formes de résilience qu'on avait identifiées dans mon fiche. Donc, des formes de distanciation ou de résistance. Dans mon fiche, on parlait du rebelle, le gars justement qui s'affirme, qui s'affiche. On parlait du caméléon, le gars qui se cache là, un temps qu'il peut pour ne pas se faire découvrir parce qu'il a peur des conséquences. On parle du parfait garçon. On pourrait dire la parfaite fille aussi dans cette enquête-là. C'est-à-dire la personne qui dit « Je vais tellement être extraordinaire, puis être parfait, puis avoir les meilleures notes à l'école, puis avoir tellement les meilleurs amis, que quand ils vont le savoir, ils vont m'accepter quand même. » Ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, ce qu'on avait appelé le film de service, c'est-à-dire, parce que, mon film partait que sur les gars à l'époque, c'est-à-dire que le gars qui est ostracisé très tôt, tu sais, il y a 5 ans, là, il était au primaire, puis il ne sait même pas ce que ça veut dire FIF, mais il sait qu'il est supposé d'en être un. Et puis, c'est difficile pour lui parce que c'est lui qui sert aussi, non seulement de bouc émissaire, mais beaucoup les autres nous disent, il y en avait un dans ma classe que tout le monde tapait dessus, puis je ne voulais pas être celui-là, évidemment. Alors, je me taisais. Ça, c'est plutôt dans mon fiche. Alors, vous allez dire, il y a des recommandations là-dessus dans le livre, puis je m'en prie pas de les dire. Mais d'abord, il faut impérativement que les milieux où les jeunes sont éduqués dans le sens très large du terme, à commencer par l'école, bien sûr, reconnaissent que les ados LGBT, c'est une sous-population dans le sens sous-bas, c'est pas une population inférieure, quand on a bien compris, je veux dire sous-bas.
C'est une population beaucoup plus vulnérable que les autres. Alors, il faut vraiment s'en occuper. Oui, parce que, vous savez, il y a beaucoup de... On dit toujours que la population LGBT. Bon, c'est très controversé, l'évaluation. Hein? Bon, ça va. Il y a des gens qui disent 1, 2 ça va jusqu'à 15. Bon, on pourrait dire que c'est probablement la moyenne qui serait le bon chiffre, quelque chose qui s'approcherait pas loin de 10 7, 8, 9. Alors, donc, c'est une population importante. Quand vous y pensez, il y a autant de personnes LGBT que d'anglophones au Québec. Alors, c'est vrai. Alors, et on est loin d'avoir autant d'institutions pour les défendre. Je suis bien content que les anglophones aient les défendre. J'espère qu'on ne comprend pas que je dis qu'il faut remplacer l'un par l'autre. Ce que je veux dire, c'est que c'est une population extrêmement importante. Si vous regardez dans le cadre des universités, moi, je suis descendant, j'en parlais tantôt, autochtone, des deux côtés, comme ça se voit. Mais ça ne se voit pas toujours, mais le fait est que c'est vrai. Mais le fait est que on découvre ça souvent parce qu'on a des gènes récessifs, on a des maladies, parce que dans le temps, c'était un autre tabou, hein, d'être autochtone, de descendance autochtone, il fallait cacher ça. Alors, quoi qu'il en soit, je regarde, par exemple, les études autochtones à l'Université du Grand-Centre. Vous savez, au Québec, et je suis content qu'on ait des cours sur les autochtones qui forment entre 1 et 2 de la population. À l'Université Laval, on a une dizaine de cours là-dessus. On en a 2, c'est vrai, on en a un depuis là, sur les réalités LGBT. Donc, si on regarde l'ampleur de la population, c'est une réalité qui est vraiment absente de la culture, absente des cours. Vous pouvez faire un doctorat, un post-doctorat, un 1, 2, 3. Ça se peut que vous n'en entendiez jamais parler. Alors, on n'est pas surpris que les jeunes n'entendent pas parler, mais donc c'est un sous-groupe vulnérable, mais un sous-groupe dont on ne parle pas et dont on parle très peu de la vulnérabilité. C'est bien qu'on défende les jeunes Russes. Mais Maud t'a dit, les jeunes Québécois, il y a des choses à faire aussi. Il y a des choses à faire. Alors, il faut que l'école soit davantage inclusive, que le personnel soit sensibilisé. Le personnel n'est pas sensibilisé. Bon, moi, quand j'ai travaillé quand j'allais les formations de l'Institut national de la santé publique qui s'appelait Pour une nouvelle vision de l'homosexualité et intervenir dans le respect de la diversité des orientations sexuelles. Moi, j'ai donné pendant 8 ans, on faisait le tour du Québec, hein, et beaucoup de gens disaient, ah oui, on voudrait faire quelque chose, mais d'un coup que les parents ne croient ça. D'un coup de parents. Savez-vous qu'il y a des mondes de racisme au Québec? Est-ce que l'école va se mettre à être raciste pour ne pas déplaire aux parents racistes? Poser la question, c'est d'y répondre. Savez-vous qu'il y a encore 2-3 gars sexistes au Québec? Je suis pas mal sûr de ça. Je pense que je les connais. Alors, est-ce que l'école va dire non, on ne combat pas le sexisme pour ne pas déplaire à ces 2-3 pères-là? Bien sûr que non. Mais oui, qu'il y a des parents homophobes, et lesbophobes et transphobes. Bien sûr. Raison de plus pour que l'école intervienne. On fait beaucoup des valeurs de tout ça, je n'entrerai pas là-dedans. Mais il me semble que préserver la sécurité, la qualité de vie des ados quand ils sont à l'école, pas trop de mauvaise. Ça devrait être une valeur commune au Québec, me semble-t-il. Et on devrait avoir des formations semblables à celui qui se donne maintenant via l'Institut national, qui se donne encore d'ailleurs. Il y a eu 20 000 intervenants de la santé et des services sociaux qui ont été formés. Alors, il faudrait avoir la même chose dans les écoles, bien sûr. Et que les programmes de prévention contre l'intimidation incluent cette réalité-là. On a donné des millions aux écoles. Je suis très content de ça. Pour combattre l'intimidation. Tant mieux. Qu'on inclut les jeunes qui sont le plus intimidés, ou parmi ceux, très certainement, qui sont le plus intimidés. Ça n'a pas de bon sens. Vous savez, c'est comme s'il y a des causes plus nobles que d'autres. Des profs, moi, qui me disaient, quand je faisais la tournée du Québec, parce que des fois, il y avait quelques profs qui essayaient. Normalement, ils ne devaient pas, mais ils réussissaient à glisser dans nos affaires, dans nos formations, et qui disaient, oui, mais si on en parle, ça va leur donner l'idée. J'ai dit, pensez-vous vraiment que c'est si intéressant que ça? Aussitôt qu'on en entend parler, on peut l'essayer immédiatement sur le champ. C'est d'avoir une vision de l'homosexualité ou du lesbianisme ou de la bisexualité qui est c'est extrêmement positif. Hein? De penser qu'aussitôt que vous en entendez parler, c'est tellement fabuleux que vous ne pouvez plus vous retenir. Alors, hélas, il faut ramener ces gens-là à la réalité. Hélas, la réalité est tout autre. Les relations humaines, ce soit homo, hétéro, puis trans, ça demeure des relations humaines.
Hein? Il y a des difficultés comme il y a des bonheurs. Alors, le fait de dire qu'aussitôt qu'on va en parler, c'est tellement extraordinaire que tout le monde va le faire sur le champ, c'est un peu exagéré. On a le droit de le dire. Moi, je m'en prie pas. Alors, évidemment, si on veut que l'école se mette à jour, il faut qu'il y ait du matériel scolaire. Donc, il faut que les universités dans lesquelles on est se mettent. Moi, quand j'ai créé le cours d'identité sexuelle, certains collègues disaient, mais pourquoi parler de ça? Oui, mais pourquoi pas? Alors, on pourrait, alors l'idée, c'était, mais on devrait avoir un cours de diversité culturelle. Alors, on a fait un livre de mon cours aux 2 ans. C'est le cours de maîtrise le plus suivi, cela dit, là, et celui qui rapporte le plus, je le dis parce que j'en ai la preuve. Je refuse du monde chaque fois. Mais c'est toujours un hasard. Ça ne peut pas intéresser tant de monde que ça. Il y avait 35 personnes. C'est pas croyable. Mais oui, c'est pas croyable que ça intéresse. Mes collègues me disent, c'est pas croyable que ça intéresse tant de monde quand même. Alors, il revient aux 2 ans parce qu'on dit que ça n'intéresserait pas personne. Il y a d'autres cours que je n'aimerais pas où il y a 2 personnes, mais ça, c'est bien nécessaire. Mais la diversité sexuelle aux 2 ans, c'est bien assez. Parce que c'est tellement marginal. Comme on entend souvent c'est tellement marginal. C'est seulement 10% de la population. C'est tellement marginal. Alors, il faut que l'université développe de la recherche. On est content d'avoir de la recherche, donc c'est comme les livres et tout ça. On essaie de faire des... Et c'est pour ça qu'il faut faire de la recherche. Et j'espère qu'il y en a beaucoup parmi vous qui allez étudier. Moi, j'ai des étudiants qui donnent le cours de diversité sexuelle. Des étudiants qui viennent me voir, je ne suis pas votre cours, j'aimerais tellement ça. Ça, vous dites pas. Mais voyons. Mais non, parce que ça pourrait nuire à ma carrière si c'est dans mon bulletin. J'entends ça chaque année. Je dis, écoute, pensez-vous que ça nuit à ma carrière? J'ai commencé quand même 70, j'écris quand même 40 ouvrages traduits en 8 langues. Je voyage dans le monde, souvent gratuitement d'ailleurs, parce qu'on me paye pour faire cela. Je n'ai pas raté ma vie, moi. Vous ne raterez pas votre vie si vous travaillez là-dedans. Alors, vous imaginez s'il y a des étudiants de niveau universitaire qui pensent ça, vous imaginez les petits gars, les petites filles dans les écoles. C'est difficile de penser que c'est un terme légitime. Il faut légitimer la chaire de recherche sur l'homophobie. Je me suis pas trompé. Peut-être on peut la première fois. Répond à un grand... Il faut qu'on ait de la recherche là-dessus. Il faut. Je le vois depuis quelques années. Il y a de plus en plus d'étudiants. Je vois qu'il y en a vraisemblablement beaucoup parmi vous. Ça me rassure. Oui, parce qu'il faut le développement de la recherche pour pouvoir parler. Ben là, on peut dire, oui, les ados, là, ils ont des problèmes. Évidemment, ils ne sont pas tués sur le coin des rues comme à Moscou. Oui, c'est vrai. Mais c'est loin d'être Jojo, là. Il y a beaucoup de problèmes. Il faut faire quelque chose pour eux autres aussi ici. Donc, il faut du soutien pour eux, du soutien dans les écoles, que les personnels scolaires, j'ai dit tantôt, soient développés et que le matériel scolaire les inclut. Et surtout qu'il y ait des groupes, comme on voit de plus en plus, des groupes d'entraide. On va beaucoup dans les cégeps. Beaucoup de cégeps pour toutes les universités maintenant ont des groupes LGBT. Là. Alors, il faut qu'il y ait des groupes dès les écoles secondaires, des groupes d'alliés, on appelle ça comme ça maintenant, qu'on leur donne le nom qu'on voudra. Parce que c'est à ce moment-là. Et les gens disent, ils sont pas trop jeunes, ils nous disent. Ils se découvrent à 12, 13 ans, et puis ils se révèlent à 15. C'est là qu'ils ont besoin d'être. C'est pas quand ils seront à l'université. C'est là où il faut développer des ressources pour et par eux. Il y en a sur Internet, c'est beau, mais il faut qu'il y ait des choses incarnées. Les jeunes ont besoin. Vous savez, là, quand on a des problèmes d'avion, on aime ça avoir une vraie personne dans nous. Nos amis, là, c'est pas nos amis Facebook. Nos vrais amis, c'est nos vrais amis qui ont des corps incarnés. Hein. Alors, et on les préfère généralement aux autres. Alors, c'est très, très, très important qu'on développe et qu'on soutienne. Hein. Il y a l'Astérix qui existe aussi ici, qui au coin d'Amherst et Maisonneuve, ou à peu près. Alors, il y a des groupes qui commencent, mais il faudrait qu'il y en ait de plus en plus, pas seulement dans les grandes villes. Il faut qu'il y en ait partout. Alors, je vais passer à vos
questions. Je suis dans mes temps. Je veux dire des choses plus particulières pour l'intimidation, parce qu'on voit que l'intimidation est corrélée beaucoup avec la dépression, le suicide, la honte. Il faut vraiment, vraiment s'occuper de ça. Il faut que l'école québécoise valorise. Tolérer la diversité. Moi, je ne veux rien savoir de ça. Je veux la valoriser. La diversité sexuelle fait partie de la diversité humaine. Il faut valoriser la diversité. Notamment la diversité sexuelle. Notamment, et vous savez, l'homophobie, la transphobie, le sexisme, ça va comme ça ensemble. C'est très, très, très. Parce que les gars qui se font écœurer, là, ils se font traiter de... Ils sont vus comme des insultes parce que de noms reliés au féminin. Vous avez remarqué qu'au Québec, on a fait beaucoup de pas. Le féminisme a fait beaucoup de pas. Il en reste à faire, je suis assez d'accord. Mais l'égalité du masculin et du féminin, on a pratiquement rien. Momoun, c'est négatif. J'entends encore souvent le mot efféminé, qui est un mot négatif. Parce que le féminin, puisque le féminin est négatif en lui-même, pense-t-on? Moi, je pense pas ça, là, vous l'avez bien compris. Mais qu'un gars soit féminin, c'est encore pire. Tant que le masculin et le féminin ne seront pas vus comme des qualités, ben, le féminisme et puis l'homophobie et le sexisme, là, il y aura comme un blocage. Alors, il faut que la diversité, le masculin, c'est beau, que ce soit chez un gars, chez une fille, le féminin, c'est beau chez un gars, chez une fille, l'androgénie, c'est beau chez un gars, chez une fille, ou c'est des intersexués ou des personnes trans. Ça, là, j'espère que je verrai ça de mon vivant. J'ai eu 60 ans hier. Il me reste peut-être encore 40. Mais j'espère le voir et je vais faire ce que je peux là-dessus. Parce que je pense que derrière l'homophobie, il y a beaucoup ce combat-là. De lutter contre les formes de sexisme, on pourrait presque dire de genrisme, en fait, qui font en sorte que le féminin est toujours vu comme un moins. C'est déjà comme un moins chez les femmes, alors chez les gars, un gars qui est féminin déchouette et déçoit. On permettra le jeu de mots. Alors, et ça, là, les manuels scolaires, l'éducation, on a beaucoup, beaucoup à faire. Parce que le féminisme a amené un petit peu d'ouverture du côté des filles. On a dit aux filles, ben, même si c'est un métier de gars, il n'y en a plus trop de métiers de gars. Mais on n'a pas fait l'équivalent pour les gars. On n'a pas dit, ben, il n'y a plus de métier de gars ou de filles maintenant. Les gars sont encore très, 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 comment dirais-je, hésitants à entrer. Ben, moi, j'enseigne en service social, je le vois, là. Tous les métiers que les Français appellent le care, il y a très peu de gars, parce que s'occuper des autres, c'est vu comme féminin. C'est pas viril, entre guillemets. Donc, souvent, les gars qui utilisent en service social, c'est pas la mode, mais souvent, on des barbes, ils trouvent des affaires pour compenser. Mais c'est pas toujours conscient, en fait. Mais j'en avais eu moi-même quand j'étudiais là-dedans. Alors, le fait est que, alors on voit bien que je n'en fais ça, mais le fait est qu'on voit bien qu'il n'y a pas un équivalent. Il faut combattre le sexisme, c'est combattre l'homophobie, le sexisme, là, ça va bien dans la main. Si on veut tuer l'homophobie, il faut tuer le sexisme. Sinon, on n'y va jamais. Et pour ça, il faut l'égalité non seulement des hommes et des femmes, mais du masculin et du féminin. Il faut aussi arrêter... Bon, moi, je me suis promené un petit peu, je me promène beaucoup, puis je donne des conférences un petit peu partout. Puis je demande, oui, parlez-moi donc de vos programmes de forte intimidation. Puis les gens disent, mais nous autres, là, on dit, on n'a plus le droit de faire ça, on ne peut pas. Vous savez que les programmes, moi, je donne un cours qui s'appelle prévention. Donc, les programmes de prévention basés sur le ne pas, ne faites pas, ça donne quoi? 0. Moi, j'ai travaillé, on l'a dit tantôt, en prévention sida. Les premières annonces sida, là, le squelette avec la faux, là, ça ne marche pas. Ne faites pas, ne marche pas. Ce qui marche en prévention, c'est faites quelque chose d'agréable. Ah, ça marche. C'est pour ça qu'à un moment donné, les annonces de condom, maintenant, vous mettez un condom, là, c'est le bienvenu absolu. Alors, donc, ils ont compris que les gens veulent faire des choses positives. Ah, ça,
Alors, dans la campagne électorale, dire, ne votez pas pour, donc, d'après moi, c'est pas bien gagnant. On le verra à la fin. Mais votez pour des bonnes idées, ça oui. Alors, en prévention, moi, je donne tout un cours de 45 ans, ça vous intéresse. Mais je suis à Laval, mais c'est ça. Toutes les recherches le monde, les campagnes de prévention, quand on demande de faire des choses positives, le monde s'accroche à ça. Quand on ne fait pas, ne pas faire quelque chose, c'est pas valorisant, c'est pas positif. Et ça marche pas, ça marche surtout pas à long terme. Alors donc, il faut valoriser la diversité, il faut accepter d'apprendre de la diversité, il faut que l'école, notamment, inclue ça, et puis, et présenter aussi des produits. Encore là, il y a des profs dans les écoles, tout ça, je pense que si l'école se met à valoriser la diversité, notamment la diversité sexuelle, il y aura sans doute moins de profs, hommes, femmes, transsexuels, je connais des profs qui sont transsexuels aussi, qui vont être plus ouverts et qui vont en parler plus. C'est important. Parce que ce que les jeunes nous disent beaucoup quand ils vivent et elles vivent de la honte à l'école, c'est qu'il y a une double honte. Hein. C'est la honte d'être harcelé d'une part, et d'autre part, la honte, pourquoi on est harcelé. Et cette double honte-là, non, il faut la compenser par des modèles et des messages positifs, parce que personne n'est content d'être harcelé. C'est toujours honteux d'être harcelé, d'être intimidé. Et puis, pourquoi que les jeunes ne disent pas à leurs parents? Certains se confient et nous disent, je disais, parce que si j'avais dit que j'étais intimidé, il aurait fallu que je dise à mon père, c'est parce qu'on pense que je suis fif, ou que je suis lesbienne, puis je suis Alors, et cette double honte-là, ça scelle quasiment le silence. Et c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut que l'école donne impérativement des messages de soutien très positifs. Cela dit, je vais finir en disant un petit mot sur les harceleurs. Je suis dans mes temps, c'est pas pire. Sur les harceleurs. Tolérance zéro pour le harcèlement, pas pour les harceleurs, ils ont besoin d'aide. Moi, ça donne qu'on l'a dit tantôt, je travaillais une dizaine d'années en protection de la jeunesse. J'ai eu 2 fois des adolescents batteurs de gays, d'adolescents, donc référés à la protection de la jeunesse parce qu'ils avaient battu un dans le village, mais un autre, je ne sais pas si ça existe encore, le petit gars de la Sol et l'eau faite, je ne sais pas si c'est le nom officiel, mais je pense que c'est dans le bout de la rivière des Prairies où il y a la batte, c'est un petit île là, où il avait été pris par la police en train de battre des gays. Et puis, donc, je disais que, et les deux, en travaillant avec eux autres, les deux avaient peur des gays. C'est pas très représentatif. J'ai eu deux jeunes d'ados batteurs de gays. Ouais. Mais je me dis, c'est peut-être pas un hasard non plus. Si les deux, quand même, le faisaient parce qu'ils ne pouvaient pas aider. Il y en avait un, d'ailleurs, qui me racontait, il m'a raconté finalement, mais des mois plus tard, quand il était en grosse confiance, que quand il revenait de battre des gays, il baisait avec un de ses amis, parce que là, il avait le droit de baiser. Après tout, il était poli, il venait d'en battre. Donc, il pouvait baiser avec l'autre, là, sans culpabilité. Alors, voilà, l'homophobie, ça peut mener très loin. Ça peut mener à la violence. Et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser aussi aux agresseurs, aux intimidateurs, ils ont aussi besoin d'aide. Il ne faut pas tolérer l'intimidation et la violence, bien sûr, mais il ne faut pas les exclure. Il faut les aider. Et c'est important qu'on encadre, qu'on aide ces jeunes-là, parce que c'est des jeunes mal dans leur peau. C'est peut-être aussi des jeunes LGBT qui ont découvert que si tu ne veux pas être une victime, il faut peut-être que tu sois un bourreau. Alors, c'est plate, là. Mais il y a d'autres façons de réagir, mais c'est peut-être ça. Alors, donc, et ce sera ma conclusion, il faut surtout sortir ces jeunes-là du silence. Il faut sortir l'école et tous les milieux qui s'occupent des jeunes du silence. Parce que vous savez, le silence, c'est le meilleur allié de la honte, et c'est le silence qui permet l'intimidation. Alors, ça sera ma conclusion. J'espère, pour moi, la meilleure partie qui s'en vient, là, c'est celle qui va commencer tout de suite. C'est la seconde partie avec vos questions, vos réactions. Parce que moi, ce que j'avais à dire, je le savais par cœur. Mais ce que vous avez à me dire, vos commentaires, vos questions, ça va nous amener plus loin. C'est ça qui va être intéressant pour moi. La parole est à vous dans 10 secondes. Merci de votre attention.